Alors bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une deuxième vidéo dans laquelle on va apprendre comment sortir d'une CTR en respectant les contraintes imposées par la carte VAC. Alors je sais que pour beaucoup de simmers, le vol VFR se résume simplement à décoller de l'aéroport de départ et ensuite faire un direct GPS sur l'aéroport d'arrivée. Dans la réalité, ça ne fonctionne pas tout à fait comme ça et c'est pour ça que je vais vous faire cette vidéo aujourd'hui. Donc on va d'abord apprendre un petit peu à déchiffrer la carte VAC. Je vais aussi vous montrer les sources sur lesquelles on peut trouver des informations et ensuite on va mettre tout ça en pratique avec un court vol depuis Strasbourg. Donc j'ai déjà positionné l'avion en piste 23 à Strasbourg, simplement pour raccourcir les délais de la vidéo, et j'ai sélectionné le Cessna 172 par défaut de FSX pour bénéficier du pilotage automatique et vous expliquer quelques trucs en vol. Donc on va commencer cette vidéo par un tout petit peu de théorie, sachant que pour ceux qui veulent passer l'examen PP, donc Private Pilot sur IVAO, aujourd'hui c'est un exercice qui vous sera utile car il sera demandé à l'examen. Donc on va afficher notre fameuse carte VAC, voilà. Voici notre carte VAC sur l'aéroport de Strasbourg. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, nous, c'est décoller de Strasbourg en piste 23 et rejoindre la sortie de zone de la CTR qui est le point Sierra. Donc on va commencer par expliquer tout ça. D'abord, la carte VAC, donc la carte d'approche à vue qui nous permet d'approcher sur le terrain, mais aussi d'en partir. C'est ce qu'on va faire tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on peut voir comme information sur cette carte? D'abord, ici il est marqué Strasbourg-Ensheim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes sur l'aéroport de Strasbourg-Ensheim. Il le précise parce qu'à côté, nous avons Strasbourg-Neuhof. Donc il nous précise exactement sur quel terrain on est. Ensuite, pourquoi est-ce que Strasbourg est écrit en gras et pas Ensheim? C'est tout simplement parce que l'indicatif d'appel des contrôleurs est Strasbourg. Ça veut dire que quand vous allez quand vous allez devoir contacter un contrôleur sur IVAO, vous n'allez pas dire Ensheim Tour ou alors Strasbourg-Ensheim Tour, mais vous allez dire Strasbourg Tour ou Strasbourg Approche. Donc pour chaque carte VAC, c'est toujours la même chose. En gras, c'est l'indicatif d'appel. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc on a le petit avion là et l'hélicoptère, donc c'est tout simplement le type d'activité régulière qu'on a sur le terrain. Ensuite, on a Alt AD, donc qui est l'altitude de l'aérodrome, c'est-à-dire 505 pieds au-dessus du niveau moyen de la mer. Ici, latitude, longitude, donc c'est les coordonnées géographiques de l'aéroport de Strasbourg. Ici, LFST, donc c'est le code de l'aviation civile décerné à Strasbourg. Donc LF, généralement, c'est les aéroports français, et ST, ça désigne l'aéroport sur lequel nous sommes. VAR, alors ça, c'est la déclinaison magnétique. Donc on va pas faire un cours là-dessus aujourd'hui. Si ça intéresse des gens, je vous laisse aller chercher les différentes informations sur internet. Sachant que voilà, ici elle est de 1 degré, c'est à peu près partout pareil en France. Donc ça n'a pas spécialement d'intérêt. Ensuite, ici, généralement on a la rubrique de toutes les fréquences disponibles sur Strasbourg. Donc ici c'est l'information de vol, Strasbourg Information 120.7, qui est également la même fréquence que pour Strasbourg Approche. Ça veut dire que quand vous serez dans la zone service d'information de vol de Strasbourg, donc ça c'est surtout pour la réalité, voilà, donc ici, il faut contacter cette fréquence pour avoir des informations concernant votre vol. Ensuite, l'ATIS. Donc l'ATIS, c'est pour obtenir les paramètres météo sur l'aéroport. Donc dans la réalité, quand vous rentrez cette fréquence sur votre planche radio, vous avez une voix qui vous donne les paramètres météo en français et en anglais. Sur la simulation, donc en particulier sur IVAO, il n'y a personne qui enregistre ces paramètres météo au niveau en vocal, pardon. Donc, dès que vous allez rentrer cette fréquence, il va vous les donner en format texte, voilà, soit dans IVAP, soit en haut de l'écran sur Flight Simulator. APP, c'est la fréquence de Strasbourg approche. TWR, donc Tower pour tour, c'est 119-250 et le sol 121.8. Ensuite, ILS
23, ILS 0,5. Donc il vous donne les fréquences, mais en VFR, ça n'a pas spécialement d'intérêt. Maintenant, on va se concentrer un petit peu plus sur les symboles de notre carte. Donc déjà, notre carte, elle est découpée, voilà, il nous présente la CTR. Donc la CTR, c'est la zone de contrôle dans laquelle le contrôleur tour est compétent. Ici, sur Strasbourg, voilà, il y a deux CTR. La première, c'est celle-ci, donc le côté bleu intérieur, on va dire, voilà, qui fait ça. Voilà, qui fait tout le tour, comme ça. Voilà, elle débute du sol jusqu'à 2500 pieds. C'est écrit ici. Ensuite, si vous êtes au-dessus de 2500 pieds, vous rentrez dans une autre zone, qui est la TMA. La TMA, c'est la zone qui est gérée par le contrôleur approche. Ici, la TMA va débuter à 2500 pieds et va monter jusqu'au niveau 145. On peut voir l'information ici. On va zoomer un petit peu. Voilà, TMA 1 Strasbourg, 2500 pieds jusqu'au niveau 145. Ensuite, vous avez d'autres découpages. Vous pouvez voir qu'il y a la deuxième CTR de Strasbourg qui est ici, et celle-là s'élève à 5000 pieds. Donc ça veut dire que la zone au-dessus, qui sera la TMA, va commencer à 5000 pieds. Et on retrouve cette information ici, donc sur le même bandeau. Le petit D qui est à côté de ces informations signifie la classe d'espace aérien dans laquelle nous sommes. Donc il y a plusieurs classes d'espace aérien. Dans chaque classe d'espace, il y a différents services qui vous sont rendus. Soit vous êtes espacé seulement entre les VFR, soit vous êtes séparé même avec les VFR, ou alors vous êtes séparé seulement avec les IFR, et ainsi de suite. Donc ça, je vous laisserai chercher les documents si ça vous intéresse. Donc là, on a étudié un petit peu la CTR et le volume dans lequel le contrôleur doit travailler. Et maintenant, on va s'intéresser aux symboles qui sont présents sur cette carte. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir un peu sur cette carte? Donc, on peut voir par exemple ici un parachute. Donc ça veut dire que c'est une zone de parachutage dans le coin. Ici, c'est une zone d'aéromodélisme. Donc pour la simulation, ça n'a pas spécialement d'intérêt. Ensuite, on peut voir des petites choses particulières. Alors, on voit ici un espèce de point avec un cercle autour. Et au-dessus, on a marqué Massif forestier Strasbourg-Neuhof. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une réserve naturelle. Les réserves naturelles doivent être survolées à 1000 pieds. Donc 1000 pieds au-dessus de ce point-là. Donc comment on fait pour trouver cette information? Il faut aller soit, si vous possédez une carte pour la navigation VFR, IGN ou un 500 millième, vous avez ces informations-là en cartouche de cette carte. Sinon, vous pouvez les récupérer sur Internet. Vous allez par exemple sur le site info.aero, celui-là, voilà, et ils vous ont scanné les cartouches. Donc là, on peut voir dessus. Ici, on retrouve notre symbole où il est marqué parc ou réserve naturelle. Voilà. Et l'altitude minimale de survol est de 1000 pieds. Voilà. Donc ensuite, vous avez tous les autres symboles qui peuvent être visibles sur la carte avec les altitudes minimales de survol. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On peut avoir aussi, voilà, ça, qu'est-ce que c'est? Alors ça veut dire qu'il y a un aérodrome. Donc il y en a un ici, un ici, un ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ça veut dire quand il y a un cercle avec rien du tout à l'intérieur, c'est que c'est une piste non revêtue, donc généralement en herbe. Quand il y a un petit trait comme ça, on a l'orientation de la piste et ça veut dire que c'est un terrain revêtu, donc avec une piste en dur. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme symbole? On peut avoir voilà, cette espèce de petite tour, hein, ou cette petite antenne à côté. Donc là, ça signifie qu'il y a un obstacle et qui s'élève à 938 pieds, et ici 837 pieds. On a une information d'altitude de manière à adapter sa navigation pour éviter d'entrer en collision avec. On peut retrouver ces informations-là ici par exemple sur la montagne, où le point culminant se trouve à 2700 pieds. Ici 2582, ici 1280. D'autres informations qui peuvent parfois être utiles, cette petite flèche ici, voilà, avec écrit en dessous Sarrebourg 295 degrés 24 nautiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je décolle de Strasbourg, que je prends un cap 295 degrés pendant 24 nautiques, et ben je vais arriver au terrain de Sarrebourg. Ici, j'ai plus ou moins la même chose.
qui m'indique SAV 110.45, 153 degrés, 17 nautiques. Ça veut dire que si je décolle de Strasbourg, que je prends un cap 153 degrés pendant 17 nautiques, et ben je vais arriver sur le VOR de Saverne avec la fréquence 110.45 qui est écrit juste à côté. Et on a pareil, par exemple ici, pour Agno. Et ici, pour aller vers Colmar ou Seine. D'autres informations alors importantes, alors ça c'est surtout dans l'aviation réelle. Dans la simulation, c'est très rare qu'un contrôleur active une zone réglementée. Mais on va quand même vous l'expliquer. Donc ici, voilà, vous avez une zone qui est assurée en rouge avec marqué R 199 2500 pieds, 4500 pieds. Ça veut dire quoi? R signifie que c'est une zone réglementée. Ça veut dire que vous avez le droit d'y rentrer sous certaines conditions. 199, c'est le numéro de cette zone. 2500 pieds et 4500 pieds, c'est les altitudes dans lesquelles est compris cette zone. Si jamais ici il y avait marqué P, ça veut dire en anglais prohibited, ça veut dire interdit. Donc cette zone-là est strictement interdite d'y rentrer s'il y a marqué P. Donc là, comment savoir à quoi correspond cette zone et pourquoi est-ce qu'elle est réglementée? Donc pour ça, dans l'aviation réelle, on utilise ce qu'on appelle le complément aux cartes aéronautiques. Donc c'est un petit bouquin où sont répertoriées toutes les zones de France. Et quand vous allez chercher votre zone Roméo 99, donc à l'intérieur, vous allez tomber là-dessus. Vous allez voir Roméo 199, que c'est la zone de Neuhoff, que le plancher se situe à 2500 pieds et le plafond à 4500 pieds. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure sur la carte. Et là, on voit le type d'activité. Donc c'est une activité vélivol, c'est-à-dire que nous avons des planeurs qui risquent d'être présents dans cette zone. Ici, ce sont les horaires d'activation, donc comme je vous disais tout à l'heure, hein, c'est surtout pour la réalité. Et l'organisme gestionnaire, c'est Strasbourg Approche qui gère cette zone. Voilà, Strasbourg Approche avec la fréquence 120.7. Donc on peut voir qu'on en a une autre ici, Roméo 197, et cette zone est située entre 5000 pieds et 6500 pieds. Donc cette zone-là, vous pouvez y rentrer, et si par contre vous êtes en dessous, donc du sol jusqu'à 2500 pieds, vous n'êtes pas dans la Roméo 199. Donc là, il n'y a aucune restriction à avoir. Maintenant, on va parler de ce qui nous intéresse le plus pour aujourd'hui. Ce sont les points de report VFR et leurs itinéraires. Donc les points de report VFR, ils sont là. Nous avons novembre, novembre Echo, novembre Unité, Echo, Sierra, Whisky 2, Whisky 1, Whisky. Voilà, donc il y a différents points qui sont situés sur cette carte. Nous, aujourd'hui, on va sortir par le point Sierra. Alors, vous allez me dire, ouais, c'est bien beau, mais à quoi correspond le point Sierra, le point Echo, concrètement, comment je fais pour le trouver? Alors, c'est très simple, soit c'est déjà visible sur la carte VAC. Donc on peut voir que sur Whisky, nous avons un gros bâtiment. Donc on peut se dire en vol, c'est certainement un bâtiment facilement repérable. Sierra, on se dit, ah, il y a un gros axe routier là, la 35, et il y en a un autre qui est là, juste à côté. On se dit donc visiblement, c'est au niveau du croisement entre toutes ces grosses routes. Par contre, si vous allez sur Echo, par exemple, vous dites, bon, visiblement c'est à côté du Rhin, mais le point exact, je ne sais pas ce que c'est. Donc, comment le savoir? Eh bien, vous descendez sur votre carte, et là, vous avez tous les points. À côté de ces points, vous avez leurs coordonnées géographiques, et juste à côté, leur nom qui va vous permettre de le repérer facilement. Donc tout à l'heure, on a vu que Whisky, par exemple, ça ressemblait à un gros bâtiment, et effectivement, c'est bâtiment industriel caractéristique. Sur Sierra, on a vu que c'était l'intersection de deux grosses routes. On regarde Sierra, échangeur routier, intersection entre A35 et RN83. Donc c'est bien ce qu'on a dit tout à l'heure. Au niveau du point Echo, on s'est dit, ah, c'est à côté du Rhin, mais comment définir le point exact? Eh bien, en fait, c'est la base nautique de Plopsheim. Voilà, donc ça veut dire que quand on sera au niveau du point Echo, juste en dessous de nous, on aura une base nautique qui est facilement visible depuis les airs. Ensuite, donc on va remonter un petit peu sur notre carte. J'ai oublié tout à l'heure de parler, un autre point qui peut être important, c'est ici, celui-là, c'est le VOR.
avec sa fréquence, le 115.6. Donc le VOR est une radio balise avec laquelle on peut diriger notre avion de manière avec les instruments, simplement. Donc on apprendra ça dans une prochaine vidéo, comment on utilise cette bête-là. Ensuite, ce qu'il faut voir, c'est les restrictions qu'il peut y avoir sur le terrain. Donc par exemple, si on regarde les conditions d'utilisation de l'aérodrome, on voit que les décollages par exemple sont interdits entre 22h30 Zulu et 5h Zulu. Donc ça, pour la simulation, on va dire, on s'en fout un petit peu. On décolle et on atterrit à l'heure qu'on veut. Les dangers de la navigation aérienne, donc s'il y a des obstacles qui sont présents, donc ça c'est surtout de manière des fois temporaire, hein, quand il y a des travaux, des choses comme ça. Et ici, voilà, ça peut nous intéresser même dans la simulation, c'est les différentes manières d'arriver et de partir du terrain. Donc ici on nous dit que les arrivées VFR, la clairance de pénétration dans la CTR est demandée à Strasbourg, Tours, 2 minutes avant d'y entrer. C'est-à-dire 2 minutes avant de rentrer dans sa CTR, vous allez le contacter pour indiquer votre position et vos intentions. Et en plus, il nous précise que si on vient de l'Est, il faut absolument intégrer par Echo, Echo Bravo et Echo Alpha. De l'Ouest, il nous donne d'autres points, et du Nord, d'autres points. Pour les départs, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, sauf clairance contraire, les aéronefs suivront les itinéraires publiés. Donc nous, notre itinéraire publié qu'on va faire aujourd'hui, il est ici. Il est défini par le trait mauve que l'on voit partir du terrain jusqu'à Sierra. Alors le trait mauve, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un itinéraire de départ obligatoire. Le trait noir, ça veut dire que ce sont des itinéraires obligatoires de départ ou d'arrivée. Et les pointillés là, qu'on retrouve parfois sur certaines cartes, ce sont des itinéraires conseillés. C'est-à-dire, si vous êtes sur Whisky et que vous voulez aller sur Sierra, au lieu de faire Whisky, Whisky Bravo, Whisky Alpha, le terrain, puis Sierra, vous allez faire directement Whisky, Whisky 1, Whisky 2 et Sierra. Ça va vous permettre de gagner un temps fou. Donc pour rappel, pour connaître tous les symboles, les couleurs des traits, etc., savoir à quoi on se réfère, vous allez sur le fameux site du SIA, comme je vous expliquais la dernière fois, dans AIP, vous cliquez sur les cartes, VAC aérodrome en vigueur, généralité, et là vous avez tous les symboles aéronautiques qui vous sont expliqués. Concernant l'étude de la carte VAC, vous allez tout en bas de ce document, et vous avez un exemple de carte VAC avec tout expliqué à côté. Voilà, donc ça on peut fermer ce document. Et on revient sur notre carte. Donc, aujourd'hui, on va partir de la piste 23 et on va aller vers Sierra. Donc on nous dit quoi? On nous dit, après le décollage piste 23, il faut prendre 200 degrés pour rejoindre le point Sierra. Donc ça veut dire qu'une fois que je vais avoir décollé, je vais prendre tout de suite mon cap aux 200 degrés et au bout d'un certain temps, je serai sur Sierra. Ici, on voit un petit 13. Le petit 13, ça veut dire quoi? C'est la distance en nautique qui nous sépare du terrain du point Sierra. Vous allez me dire, c'est cool, mais 13 nautiques, moi, comment je fais pour mesurer que je suis à 13 nautiques de Strasbourg pour savoir si je suis bien après sur le point Sierra ou pas? Et bien en fait, on ne va pas mesurer, on va calculer le temps qu'on va mettre pour parcourir ces 13 nautiques. Alors, comment on calcule ces 13 nautiques? Eh bien, c'est très simple. Pour ça, il va falloir utiliser ce qu'on appelle le facteur de base. Donc, le facteur de base de notre avion aujourd'hui, on va le calculer. Donc, on peut dire que notre Cessna avance à peu près à 100 nœuds. Pour calculer son facteur de base, on fait 60 divisé par 100. Ça va nous donner 0,6. Donc ça, ce sera le facteur de base de notre avion. Pour savoir le temps qu'on va mettre pour parcourir 13 nautiques, il faut faire notre facteur de base, donc 0,6, fois la distance, donc ici 13, et on obtient 7,8. Donc on peut arrondir à 8 minutes. Donc ça veut dire que si je vole à 100 nœuds, je vais mettre 8 minutes pour parcourir 13 nautiques. Donc vu que nous on va décoller, le temps de monter à notre altitude de croisière, on peut majorer à peu près d'1 minute. Donc on va dire que depuis le décollage jusqu'au point Sierra,
on va mettre 9 minutes. Donc concrètement, comment ça va se passer en vol? Ça va se passer que juste avant de décoller, on va déclencher notre chrono. On va décoller. Ensuite, on va prendre un cap à gauche au 200 degrés. Et 9 minutes après, on sera au-dessus de notre point SIRA. Et on pourra le vérifier visuellement sur notre carte en regardant si au sol on a bien ce repère visuel. On peut aussi s'aider avec la topographie du terrain. Une fois qu'on est sur cette route là, pour vérifier à peu près où on peut vérifier que par exemple sur notre droite on aura l'autoroute, donc normalement qui sera bien visible, que sur notre gauche il y a un autre gros axe routier, et que à peu près à mi-trajet on risque de croiser un petit axe secondaire. Donc ça permet à chaque fois de mieux définir sa position exacte. Donc on va mettre tout ça en pratique, et de manière à vérifier que ce que je vous ai dit, eh bien, ça correspond parfaitement au niveau des calculs et compagnie, pour rejoindre notre point. Donc, on tourne dans notre avion. Voilà. Hop, on va se mettre droit. Et là, on va décoller. Donc, juste avant de décoller, faites l'essai chez vous. Vous mettez votre chrono. Je sors mes volets. Là, je vais utiliser le pilote automatique de manière à pouvoir vous montrer d'autres choses en vol. Mais sinon, vous pouvez le faire à la main. Ça fonctionne très très bien aussi. Donc on va présélectionner le cap sur 200 degrés. Voilà, donc 201, 200, on n'est pas à 1 degré près. Donc je déclenche mon chrono. Et je décolle. Donc d'abord, je m'occupe bien du pilotage de mon avion. Et une fois que j'atteins à peu près la fin de la piste, je peux prendre mon cap 200 degrés. Donc là, j'ai une altitude de sécurité, je peux rentrer mes volets. Je prends une vitesse de montée convenable, voilà. Et là, donc là, on est à peu près à la fin de la piste. Et là, je prends mon cap 200 degrés. Donc je vire à gauche. Voilà. Et je prends mes 200 degrés. Donc là, je vais activer le PA. Donc là, on grimpe tout doucement à notre altitude de croisière. Et une fois à 2500 pieds, donc on va stabiliser notre avion pour le maintenir au niveau des 100 nœuds, pour pas que nos calculs soient faussés. Donc là, je vous fais aujourd'hui un exercice sans vent. Maintenant, s'il y a du vent, qu'est-ce qui se passe? Si j'ai du vent qui vient de la gauche, notre trajectoire sol va être décalée. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller vraiment tout droit, eh ben, je vais être décalé un petit peu par la droite. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est au lieu de prendre 200 degrés, prendre un cap un petit peu plus vers le vent. Pour calculer tout ça en détail, vous avez un petit site internet qui s'appelle Cavoc, voilà, sur réseau.explain, où vous avez tout un tas de calculs qui sont indiqués pour le VFR. Donc vous voyez, pour calculer la dérive avec le vent, vous avez toutes les formules qui sont expliquées ici. Maintenant, pour la simulation de vol, c'est pas évident que sur vos cartes vous ayez exactement le même vent que ce qu'il y a dans le simulateur de vol. Donc bon, vaut mieux corriger, on va dire, à l'œil. Pour le facteur de base, si vous avez aussi du vent de face, c'est-à-dire, donc là je vais avancer à 100 nœuds, mais si j'ai 20 nœuds qui viennent de face, du coup je vais avancer qu'à 80 nœuds en vitesse sol. Donc si vous savez que vous allez avoir 20 nœuds face à vous, vous recalculez un facteur de base. Donc vous refaites 60 divisé par 80. Et ce chiffre-là, vous le multipliez par votre distance que vous voulez effectuer pour savoir dans combien de temps vous allez arriver. Donc voilà, là j'arrive à mes 2500 pieds, donc qui est la limite de la CTR. Je vais bien prendre mes 100 nœuds.
Voilà. Et là, une fois que je suis stabilisé, je peux regarder un petit peu ce qui se passe. Donc là, par exemple, qu'est-ce que je vois? Je vois un gros axe routier sur ma droite. Donc ça, visiblement, c'est la 35, celle que l'on voit sur ma carte. Si je réaffiche ma carte... Effectivement, on voit sur la droite un axe routier qui correspond certainement à celui-là. Si jamais je regarde à gauche, qu'est-ce qu'on voit? Au loin, on voit le Rhin. Et là, sur notre gauche, on voit quoi? On voit le Rhin. Donc là, on peut dire qu'on est plutôt pas mal. Donc vous pouvez regarder comme ça un petit peu pour être sûr d'être au bon endroit et de ne pas faire d'erreur. Ensuite, on aurait une autre technique de navigation qui serait possible. Sauf que là, notre itinéraire est obligatoire. Mais si le contrôleur est d'accord, vous pouvez lui demander de cheminer. Alors le cheminement, c'est une autre technique de navigation qui consiste à suivre un itinéraire naturel pour rejoindre votre point. Ici, par exemple, sur Sierra, on pourrait dire, bah tiens, si je décolle de Strasbourg et que je suis la 35, il y a un moment où je vais arriver à ce fameux carrefour et je serai sur le point Sierra. Donc ça, c'est également faisable comme technique de navigation. Mais c'est plutôt pour une navigation entre deux points que pour partir ou revenir d'une CTR. Donc on regarde un petit peu où on en est. Voilà. Si je regarde mon temps, j'arrive bientôt à 5 minutes. Donc ça veut dire qu'à 9 minutes, donc dans 4 minutes, je serai au-dessus de mon point Sierra. Donc pour être sûr de ne pas se tromper, on peut encore analyser notre carte. Donc là c'est vraiment pour être sûr. Et là si je zoome bien sur ma carte, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir du vert autour. Donc le vert c'est la végétation. Donc on peut se dire, ah mon point Sierra, c'est un gros carrefour entre deux axes routiers. Et en même temps, c'est au milieu de la forêt. Donc si jamais j'aperçois ça juste devant moi au bout de 8-9 minutes, ça veut dire que j'arrive bien sur mon point Sierra. Donc à partir du moment où vous arrivez sur le point Sierra, vous pouvez annoncer au contrôleur de Fox machin, arrivant vertical Sierra, 2000 pieds, 2500 pieds. Et là le contrôleur, il va vous donner une clairance pour quitter son espace aérien. Donc il va vous dire, vous quittez ma zone, transpondeur sur temps, et passez sur telle fréquence, parce que vous serez en dehors de ce trait bleu, donc en dehors de sa CTR et donc de sa zone de contrôle. Donc là nous arrivons à 6 minutes. Donc à 6 minutes, selon la visibilité qu'on a, on peut déjà regarder un petit peu ce qui se passe devant. Là on peut voir un axe routier qui va vers la forêt. Donc on se dit tiens c'est peut-être bien mon autoroute. Et ensuite on cherche le deuxième axe routier qui définit le carrefour. Donc là, on cherche, et ça paraît un petit peu difficile, mais bon, si on regarde bien, on voit voilà un axe routier ici. Donc on se dit ce sera peut-être celui-là, mais il est encore trop tôt pour définir qu'on est sûr de bien arriver sur le point Sierra. Donc on continue notre navigation, sans stress. On va arriver à 7 minutes, et là, dans 2 minutes, normalement on sera vertical Sierra. Donc on cherche toujours notre petit point. On continue, on continue. Là on peut tricher avec FSX et regarder en vue extérieure, peut-être pour mieux vous faire voir. Voilà, si je monte. Voilà, donc là on cherche notre zone caractéristique, donc toujours la 35 sur notre droite, qui va vers la forêt, et là on commence à voir l'autre axe, effectivement, qui passe au milieu du village, qui continue là, et qui rejoint notre A35. Donc là on peut se dire, ah, ça ressemble à ce qu'on a sur notre carte. On a deux gros axes qui se rejoignent, et au milieu de la forêt. Donc là vous pouvez définir que le point Sierra, c'est bien celui-là. Vous corroborez ça avec les calculs que vous avez faits. Nous arrivons à 8 minutes. Donc on avait majoré de 1 minute à cause de la montée. Donc effectivement on peut se dire que dans 1 minute on sera bien au niveau du point Sierra. Une fois que vous l'avez identifié, vous pouvez commencer à préparer la suite de votre navigation. À savoir quel câble vous allez prendre après ce point là, quelle altitude vous allez monter, et si vous avez des fréquences à contacter.
Donc là on continue et vous allez voir que grosso modo à 9 minutes et ben, on sera à hauteur du point Sierra. Donc bien sûr hein, là j'ai la scène VFR Alsace, donc c'est quand même beaucoup plus simple pour naviguer comme dans la réalité car tous les points caractéristiques sont représentés fidèlement. Maintenant si vous disposez des scènes de base, je pense que c'est quand même réalisable car les axes routiers normalement sont véridiques. Par contre en ce qui concerne les bâtiments, je suis pas sûr que ce soit faisable. Donc voilà, on arrive à 8 minutes 45, bientôt 9 minutes et on survole le point Sierra. Donc à partir de ce moment-là, on peut contacter le contrôleur pour lui dire qu'on va quitter son espace aérien et continuer notre navigation. Voilà, donc le point Sierra, vous voyez bien les deux axes routiers, l'échangeur qui est là. Et si vous re-regardez votre carte, vous voyez que ça correspond parfaitement. Voilà, donc j'espère que ce petit tutoriel vous a bien aidé à comprendre comment on évolue dans une CTR, du moins au départ. Et je vais vous mettre après dans les commentaires de la vidéo, en dessous de la vidéo, les liens vers lesquels vous pouvez aller pour trouver les cartes ou pour trouver comment on fait les calculs et compagnie. Toutes les sources que j'ai utilisées pour ce tutoriel. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée et certainement à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!